Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Awesome Africa TV Show. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir pour une énième fois M. Gérard Djadé. M. Gérard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu dans notre studio de BronxNet, ici à Mercy College, dans le Bronx, New York. Pour les autres émissions, nous avons eu à les faire virtuellement. Aujourd'hui, Dieu merci, la pandémie est derrière nous. Pendant 2 ans, à cause de Covid-19, nous sommes restés à la maison. On a fait ça à la maison. Aujourd'hui, Dieu merci, la pandémie est derrière nous. Donc, nous sommes dans le studio de BronxNet actuellement. Et c'est le studio qui se trouve à Mercy College. Sans trop tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et puis, une fois encore, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Awesome Africa. Bonsoir, je vous remercie beaucoup pour me donner cette opportunité, encore une fois, de nous retrouver, échanger autour de mes 2 livres. Dans notre entretien précédent, nous avons parlé de votre recueil de nouvelles, Notre cœur, notre piège. Aujourd'hui, dans la première partie de cette émission, nous allons parler de votre style d'écriture. Ensuite, parler des résultats scolaires de fin d'année au Togo et finir avec l'actualité sociopolitique, notamment les conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali le 10 juillet dernier. Monsieur Gérard, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Je vous remercie pour l'invitation, encore une fois. Je suis Gérard Djadé, je suis togolais, je vis aujourd'hui aux États-Unis. Je suis auteur de ces 2 livres. Coup de théâtre, c'est mon premier livre. Et puis le second, Notre cœur, notre piège, les 2 œuvres sont éditées au Togo, aux éditions Aoudi. Ok, là c'est bien, là c'est bien. Permettez-moi de vous poser une question banale. Pourquoi vous écrivez? Parce que c'est une question vitale si on s'intéresse à la littérature. Tout auteur a les raisons pour lesquelles il écrit. Moi, à mon niveau, je dirais que j'écris pour habiter, en fait, pour vivre la solitude dans laquelle j'ai vécu dans mon enfance et dans mon adolescence. Quand j'étais étudiant à l'université de Lomé, ceux qui me connaissent peuvent le dire, j'étais quelqu'un de très calme et tout, je vivais seul. Donc, la lecture et plus principalement l'écriture m'a permis de vivre, d'accepter et en quelque sorte d'utiliser mes moments de solitude à bon escient. Donc, par la lecture et surtout par l'écriture, je suis arrivé à profiter, à vivre de mon art, à l'habiter en quelque sorte de façon utile. C'est ça. Voilà. Là, c'est bien. Dans vos œuvres, il y a une récurrence de tradition. Il y a une récurrence de la tradition. Je vais parler des berceuses, par exemple, des poèmes pétris d'images traditionnelles africaines. Pourquoi cela? Je pense que lorsqu'on écrit, on n'écrit pas parce que on a beaucoup lu seulement. On écrit aussi parce qu'on a envie de partager sa culture avec les lecteurs. Moi, principalement, j'ai été nourri depuis mon enfance, j'ai été nourri de la tradition dans ma culture.
il y a les proverbes aussi qui circulent, il y a les devinettes, il y a les berceuses. Donc, lorsque j'écris, tous ces éléments là, de ma tradition transparaissent dans mon écriture. Parfois, c'est après avoir écrit que je me rends compte. Ça transparaît. Donc, j'essaie d'écrire pour pouvoir partager cette culture-là avec les lecteurs. Donc, lorsqu'on lit mon œuvre, on va constater qu'il y a des proverbes qui apparaissent, il y a les devinettes, il y a les berceuses. Je me suis même amusé à traduire, à jouer avec les chansons populaires, les proverbes. Lorsqu'on lit les poèmes, on va constater qu'il y a des images, de ma tradition, il y a des proverbes, il y a des berceuses. Tous ces éléments-là reviennent d'une autre manière. Donc, c'est en quelque sorte incorporé dans les textes. Donc, un auteur ou un lecteur qui ne me connaît pas peut, à travers mes œuvres, s'imprégner en quelque sorte et me découvrir ma civilisation. Donc, j'essaie en quelque sorte de partager ma culture avec les lecteurs. C'est bien. Bon, et puis, dans un texte intitulé La Virago, vous avez traité le thème de la réincarnation et de la foi. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, la réincarnation, c'est également un aspect de ma culture. Et cette réincarnation-là est aussi présente dans d'autres cultures. Je vais commencer par définir ce qu'on appelle la réincarnation. La réincarnation, c'est en quelque sorte une migration des âmes. On pense que un individu qui naît est une réincarnation de quelqu'un qui a décédé. Donc, moi, dans ma culture, lorsqu'un enfant naît, lorsqu'on regarde son comportement, son attitude, et puis on se dit que c'est tel individu qui revient en quelque sorte par réincarnation. Donc, moi, je me dis que cette façon-là de concevoir le nouveau-né, je me dis que ce serait erroné parce que nous vivons dans un monde différent. L'ancêtre qui n'est plus, par exemple, et l'enfant qui naît aujourd'hui, qu'on conçoit sous forme d'un nouveau-né par réincarnation. Est-ce que cet enfant-là qui naît aujourd'hui peut avoir les mêmes habitudes, le même comportement, le même caractère que celui-là qui est décédé, on dit qu'il est revenu par réincarnation. Donc, j'ai imaginé un test qui est intitulé La Virago. J'ai imaginé un test et dans ce test, on va remarquer que le personnage principal qui s'appelle Agathe représente en quelque sorte cette réincarnation-là. On va constater que lorsqu'elle va naître, on se dit que c'est la grand-mère qui va revenir. Mais on sera surpris qu'elle ne sera pas identique à cette grand-mère-là qui revient. Donc, voilà. Ok, bon, on sait bien que les auteurs lisent beaucoup. J'aimerais savoir quel auteur vous avez pu lire et pourquoi. Je dirais que j'ai aimé Patrick Grenville. C'est un auteur français que j'ai beaucoup lu quand j'étais étudiant, quand j'étais enseignant. Quand j'étais enseignant au Togo, au secondaire. C'est un auteur que j'ai beaucoup lu, que j'ai aimé à cause de son écriture. Moi, je me dis que le talent d'un auteur réside en fait dans la description. Lorsqu'on lit un auteur, le style, son style, la façon dont il joue avec les mots, ça s'identifie surtout au niveau de la description. Donc, lorsqu'on lit un auteur, on peut identifier son talent, la façon dont il joue avec les mots. Dans la description, c'est surtout ça qui séduit un lecteur. Donc,
cet auteur, Patrick Grinville, il a écrit Le Lien, il a écrit Les Flamboyants. C'est un auteur qui a eu un prix Goncourt, le prix Goncourt français. C'est un auteur qui m'a beaucoup nourri voilà, dans mon projet de l'écriture. Ok, là c'est bien. Bon, nous avons moins de 2 minutes pour prendre la pause. Mais bon, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, depuis quelques semaines, les résultats de l'année scolaire 2021-2022 ont été proclamés. Et selon le site web corsi.com, les résultats, les différents examens en partant du cours primaire au cours secondaire sont satisfaisants. Bon, pour ce qui est de l'examen du certificat d'études de premier cycle CPD, un taux de réussite de premier degré, un taux de réussite est de 93,30%. Et a été enregistré. Et tandis que pour le brevet d'études du premier cycle BEPC, un taux de réussite de 82,99% a été obtenu. Pour le baccalauréat première partie de l'enseignement général, 78%. Et pour le baccalauréat première partie de l'enseignement technique, 71,11%. Et pour le baccalauréat deuxième partie des enseignements général et technique, 74,34% en tant qu'ancien enseignant. Quelle est votre appréciation par rapport à ces résultats? Bon, je dirais que c'est séduisant, c'est encouragé, c'est satisfaisant, je peux dire, parce que lorsqu'on jette un coup d'œil sur... lorsqu'on se remémore, bon, je pense que c'est satisfaisant. On me fait signe qu'on doit prendre une pause actuellement. Donc nous allons prendre une pause pour les raisons publicitaires. Quand on va revenir, nous allons continuer avec la question. C'est l'heure de la pub. Every day, millions of people are connecting. And even though we're overcoming obstacles, watching each other's backs, and banding together, we should still make an effort. We should still make an effort to get to know each other on a deeper level. Father, cosplayer, mentor, actor. It's time we take a step forward. It's time we take a step forward. Come together and discover how accepting our differences can make us stronger. Monsieur Dira, bon, nous sommes de retour. C'est vraiment intéressant. Bon, on était en train de parler des résultats qui ont été proclamés au Togo et qu'il y a eu vraiment des taux de réussite très élevés, allant de 94% à 71%. Bon, et vous êtes en train de dire que bon, ces résultats sont satisfaisants. Bon, je vous laisse continuer là où vous avez laissé avant. Oui, je pense que c'est satisfaisant parce que il y a eu des années au Togo, surtout le bac, c'était catastrophique. C'était catastrophique. Aujourd'hui, avec un pourcentage de 70, au-delà de 60, on peut dire que c'est satisfaisant. Voilà, je vous comprends, mais certains Togolais ne veulent pas attendre ça. Parce que pour eux, ces résultats ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Bon, d'autres évoquent la baisse du niveau. Donc, que pensez-vous de leur réaction? Parce que vous avez été un enseignant aussi. Oui, je peux infirmer et confirmer la même chose parce que aujourd'hui, ce qu'on remarque à la correction, on remarque que le niveau, il y a les fautes graves que les élèves du collège ne doivent pas commettre. Aujourd'hui, même à l'université, on récorde ces genres de fautes. Donc, je peux dire que c'est inquiétant parce qu'aujourd'hui, les élèves, les apprenants ont accès aux informations plus facilement que dans les temps passés. Mais le problème, c'est que du moment où on a un accès facile, on ne fait plus, on ne réfléchit plus, on ne fait plus d'efforts. Donc, ce qui veut dire que on a juste ce qu'il faut pour réussir. Et l'effort qui cultive, l'effort qui renferme, voilà, il n'y a plus ça. Il y a plus ça. Donc,
on évolue, mais les lacunes, ça s'agrandit de jour en jour. Bon. Donc, je ne veux pas vous arrêter. Selon vous, le fait d'avoir des bonnes notes en français ou de parler couramment français suffit pour qu'on dise que l'élève est bon ou bien... oui, bon, on peut dire que l'élève est bon parce que il s'exprime correctement ou couramment. Mais le problème, c'est que le français n'est pas la seule discipline. Il y a d'autres disciplines. Voilà. Il y a d'autres disciplines. Donc, si je suis à l'aise en français et que je néglige les autres disciplines, je ne vais pas pouvoir réussir. Voilà. Ça veut dire que j'aurai des lacunes dans les autres matières et ces lacunes-là peuvent constituer en quelque sorte un handicap. Mais lorsqu'on va m'écouter, lorsqu'on va m'écouter m'exprimer, voilà, cela veut dire que on saura que j'ai été à niveau. Voilà, j'ai été à l'école. Que tu as tel niveau. Voilà. Donc, c'est là même ma question. Parce que on voit qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies, les élèves ils apprennent sur Internet, ils ont les informations, ils ont tout. Normalement, ça devrait aider à mieux réussir dans presque toutes les matières. Mais beaucoup ont des bonnes notes dans les matières scientifiques. Et bon, quand on fait l'addition de tous ces notes, puisque ce n'est pas le français ou bien l'anglais seul qui va faire passer l'élève, l'élève peut avoir une mauvaise note en français ou bien en anglais, mais avoir des bonnes notes dans les séries scientifiques, et notamment la mathématique, la physique et autres. Bon, c'est là que moi je vois que ceux qui accusent ces élèves ou bien qui parlent du baisse des niveaux, eux, ils se focalisent sur le français parce que la manière dont ces gens s'expriment. Et bon, dans votre développement, vous avez aussi évoqué ça. Comment vous analysez ça? Il y a la littérature ou les lettres, ça demande de l'effort. Pouvoir comprendre un sujet de dissertation, de philosophie, il faut avoir lu. Il faut avoir lu suffisamment. Il faut fournir de l'effort, il faut chercher, il faut se documenter. Donc là, si on n'est pas passionné de la lecture, si on n'aime pas la lecture, on ne peut pas réussir. Donc les exercices, les matières scientifiques, il suffit qu'on traite plusieurs exercices, on peut facilement s'en sortir. C'est là la réalité. Ok, bon, ça m'amène à vous poser une question. Bon, vous êtes pour ou contre la réforme? Oui, la rénovation ou l'innovation, personne ne peut refuser parce que c'est important. C'est important. Et du moment où, dans nos pays, les infrastructures scolaires, ça manque tellement. Lorsqu'on rentre, par exemple, dans les établissements techniques, on remarque que la plupart du temps, il n'y a pas tellement de pratique, il n'y a pas de matériel. Donc, il faut revoir l'éducation, il faut équiper les écoles, il faut les ordinateurs. Moi, je me dis qu'on a aussi besoin d'une connexion gratuite UFI, par exemple, dans les établissements. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire des recherches. C'est la raison pour laquelle, dans les pays évolués, la connexion, ça ne manque pas. Donc, c'est important. C'est très important. La connexion, bon, les infrastructures, moi, je vois que l'État seul ne peut pas le faire. Bon, les secteurs privés aussi peuvent aider les écoles, les procurants de matériel informatique. Bon, que pensez-vous de l'adhésion du Togo dans le Commonwealth? C'est une bonne chose, hein. C'est une bonne chose parce que nous vivons dans un monde, nous vivons aujourd'hui dans un monde où on ne peut plus vivre seul, on ne peut plus se cantonner sur soi. Il va falloir s'ouvrir. Vous voyez, le Togo est à côté du Ghana, par exemple. C'est un pays anglophone. Un pays anglophone. Le Togo n'est pas loin aussi du Nigeria. Donc, c'est une bonne chose. Ça permet au Togo de revoir aussi son enseignement parce qu'on va peut-être mettre un peu l'accent sur l'anglais et obliger un peu les élèves à mieux l'assimiler. C'est une langue commerciale, l'anglais dans le monde. Quand nos parents vont en Chine, quand ils vont à Dubaï, ils viennent ici aux États-Unis, comme tu viens de le mentionner, au Nigeria et puis
au Ghana, qui est à côté de nous. Bon, c'est l'anglais. Sinon, moi aussi, je trouve que c'est une bonne chose. Et puis, ça va aussi aider. Déjà, bon. Je vois que notre temps est en train de finir, mais maintenant, j'aimerais qu'on parle de la guerre en Ukraine. Bon, dans la nuit du 23 au 24 février 2022, la guerre a été déclarée à l'Ukraine avec l'invasion du pays par la Russie sur décision du président russe Vladimir Poutine. Aujourd'hui, après plus de 6 mois, elle continue avec des conséquences socio-économiques, notamment les pertes en vies humaines, en infrastructures, sans oublier les déplacements massifs des Ukrainiens. Bon, vers d'autres pays, évidemment. D'abord, que pensez-vous de cette guerre? Oui, la guerre, c'est toujours... c'est toujours un fléau. La guerre est un fléau. Personne ne peut souhaiter la guerre. Donc, je pense que c'est un crime contre l'humanité, en fait. Parce que si on jette un coup d'œil sur ce qui se passe là, les conséquences, le déplacement des populations, c'est lamentable. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de 4 ou 5 millions d'Ukrainiens qui vivent en Pologne, par exemple. Ça cause de sérieux problèmes à la communauté internationale parce qu'ils sont réfugiés. Il va falloir les nourrir, il va falloir leur chercher de l'emploi. Donc, ça revient en quelque sorte des dépenses lourdes pour la communauté internationale. Il faut les nourrir, il faut aussi les rééduquer psychologiquement parce qu'ils ont vu, ils sont témoins des événements catastrophiques et tout. Ils ont besoin de... Bon, vous parlez de la communauté internationale. Bon, d'autres même disent que c'est eux-mêmes qui sont derrière ces guerres. Donc, je ne sais pas si vous partagez les rapports. Oui, c'est possible parce que nous vivons dans un monde où c'est l'intérêt qui guide. C'est l'intérêt qui guide les actions. C'est possible. Mais la communauté internationale ou bien l'ONU ne peut pas croiser les bras. Il va falloir faire quelque chose. Parce que c'est des vies humaines, c'est des consciences qui sont chamboulées. Donc, il va falloir faire quelque chose. C'est ça. Oui. D'accord. Bon, aujourd'hui, à peine sorti de la récession liée au Covid-19, la plupart des pays, dont les pays africains, font face aux conséquences de l'invasion russe dont nous venons de parler. Les conséquences, par exemple, bon, aujourd'hui, il y a l'inflation, elle est mondiale, et puis les prix du pétrole, du gaz, et puis des denrées alimentaires ont flambé, et ça touche énormément le continent africain. Bon, en tant que digne fils du continent africain, quel conseil vous pouvez donner à nos chefs d'État africains ou bien à nos dirigeants pour faire face aux conséquences de ces guerres qui pénalisent nos populations? Bon, je ne sais pas si je peux leur donner des conseils parce qu'ils connaissent leur mission, ils connaissent leur travail. Du moment où ils vivent dans le pays, ils voient ce qui se passe, la façon dont les gens souffrent. Il va falloir même les aider financièrement. Il va falloir débourser des fonds. Il va falloir les aider. Et en plus, nous avons aussi en Afrique autour de nous des terrains, des terrains fertiles. Donc pourquoi ne pas développer l'agriculture? Voilà, l'agriculture peut être un salut pour nous. Parce qu'aujourd'hui, ce que moi je constate, c'est que il y a un exode rural vers les grandes villes. Voilà, donc les villes, quand vous allez par exemple à Lomé, c'est saturé. Voilà, c'est saturé, des gens qui quittent les villages. Alors qu'à Lomé, il faut trouver du boulot parce que la vie devient de plus en plus chère. Donc, il faut redynamiser en quelque sorte, il faut revoir l'agriculture. Il faut aussi mécaniser l'agriculture parce que les jeunes fuient les villages parce que l'agriculture, tu sais, depuis longtemps, elle est rudimentaire et puis le matériel qu'on utilise, les roues, les dabas et autres là,
Bon, c'est ça aussi qui fait que les jeunes ne veulent pas se fatiguer. Oui, c'est vrai, mais... bon, il va falloir, il va falloir mécaniser l'agriculture. D'accord. Bon, nous ne pouvons pas finir cet entretien sans parler de l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali le 10 juillet dernier. Bon, c'est des pays frères et l'incident là est arrivé. Bon, comment vous-même vous pensez à ça? Est-ce que c'est une bonne chose de garder, quand bien même on sait que bon, il y a des trucs qu'on ne va pas aller dans les détails, mais c'est des pays frères, est-ce qu'ils ne peuvent pas s'entendre, trouver une solution à l'africaine pour résoudre ces problèmes? Bon, le Mali a arrêté les Ivoiriens, soi-disant soldats ou militaires. Bon, c'est légitime parce que c'est leur pays, ils ont le droit d'arrêter n'importe qui vient dans leur pays, c'est légitime. Mais le problème, c'est que moi, je crois qu'aujourd'hui, les pays africains ou certains pays qui se tournent vers la révolution n'ont plus confiance tellement en la France, la CEDEAO, tous ces pays-là qui se disent défenseurs des droits de l'homme, les droits africains et tout. On n'a plus tellement confiance, surtout la jeunesse d'aujourd'hui. Ok, malheureusement, on me fait signe que notre temps est fini, on n'a pas de choix. Bon, nous remercions M. Gérard d'être venu sur notre plateau. Nous remercions également nos téléspectateurs qui nous suivent chaque jour, et puis les retours, franchement, ça nous va droit au cœur. Les encouragements, ça nous va droit au cœur. Donc, continuez par nous suivre. Et puis, n'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube Action Africa. Bon, je n'oublie pas aussi mes collègues qui m'ont aidé à enregistrer cette émission. Je vais bien parler de In, de Katrina et puis de Anoua. Grand merci, grand merci, grand merci. Donc, à nous revoir, à la prochaine. Bye bye. The content you just watched was created by citizens just like you. An opportunity to use your independent voice and make your vision become a reality is a chance of a lifetime. So why not take this chance at BronxNet? With COVID-19 an ever-present reality, BronxNet gives our condolences to those we lost. Pay tribute to those who gave their lives to save another. Y agradecer a quienes realmente luchan en primera línea y enfrentan temores por nosotros. We thank you. Y nosotros también estamos trabajando juntos para frenar la propagación del virus al quedarnos en casa. With businesses closed, BronxNet is open for business in a different way. We are helping our producers to create content from their very home, and now you can too. With technology at our side, BronxNet is offering online workshops and virtual support to build your production skills. We are here to help you. Don't pass this chance to make your vision a reality. Do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Gonna